Au sommet de sa carrière, l'homme reçut soudain une invitation de mariage de son amie d'enfance. Découvrant qu'elle allait se marier, cette nouvelle le frappa comme un coup de tonnerre, et Choi Se-young se sentit profondément déçu. Il était loin de se douter qu'au coin de la rue, sa propre amie d'enfance allait elle aussi se marier. Il s'avérait que Bis Hill, qui avait connu une brillante carrière aux États-Unis, était sur le point d'épouser son fiancé, mais avait choisi de rompre leur fiançailles, de démissionner et de rentrer secrètement au pays. Simplement parce qu'elle voulait rentrer chez elle et devenir agent de sécurité. Se ranger après 40 années d'erreur. Elle ignorait que la mère de Bis So-ryu se vantait auprès de ses amis de sa fille et avait laissé échapper, sans le vouloir, que la jeune femme travaillait dans une grande entreprise américaine, qu'elle avait un avenir prometteur et qu'elle allait épouser un président milliardaire. De son côté, la mère de Choi, ne voulant pas être en reste, mentionnait les nombreux prix qu'elle avait remportés et son projet de créer une grande entreprise. Ces deux mères étaient en compétition depuis leurs années d'études. Et à l'âge adulte, elles continuaient de mesurer leurs forces à l'aune des réussites de leurs enfants. Que ce soit dans les études ou au travail, rivalisant sans cesse pour la victoire. Leurs amis y étaient habitués. Et bien que les deux mères se disputaient férocement à chaque fois, cela finissait toujours par ressembler à une dispute au pied du lit suivie d'une réconciliation dans la salle de bain. Elle était revenue en secret pour surprendre sa famille. En passant devant le bain public où elle allait enfant, des images de ses souvenirs refirent surface. Enfant, leurs deux mères les traînaient toujours. Elle et le petit Seong-gyo, au bain public pour femmes, créant des scènes extrêmement embarrassantes. Aujourd'hui, l'endroit avait été démoli, et Bayu contemplait le nouveau bâtiment avec un mélange de regrets et d'émotion. Plongée dans ses souvenirs, soudain, une silhouette familière apparut derrière elle. Leurs regards se croisèrent et elles se reconnurent immédiatement. Les deux amis d'enfance, qui ne s'étaient pas revus depuis plus de 10 ans, pensèrent que ces retrouvailles seraient chaleureuses et conviviales. Mais, comme dans leur enfance, la première chose qu'ils firent fut de se disputer. Bae So-kru ne voulait rien entendre à son sujet et s'apprêtait à partir. Mais soudain, elle vit sa mère arriver devant elle. Elle se retourna brusquement et découvrit son père qui arrivait derrière elle. Paniquée, elle cacha précipitamment une boîte en carton à côté d'elle et murmura, suppliant Chong-gyo de la sauver. N'ayant pas le choix, il s'avança la tête haute et échangea quelques mots avec les parents de Bae. Mais son père aperçut la boîte et compta l'emporter pour la vendre à la ferraille. Ce qui la pétrifia. Terrifiée, sans oser faire un bruit, elle frappa sur la boîte pour implorer Seo de l'aider. Il s'empressa de dire qu'elle contenait des documents importants et qu'il serait bientôt de retour. Qu'est-ce qui fit renoncer son père à son projet? Les parents de Bae ne remarquèrent rien d'inhabituel. Ils échangèrent quelques mots et partirent, et ce n'est que lorsqu'ils furent loin que Seo-kyu s'enfuit. Sun-gyo lui conseilla de rentrer vite et de tout expliquer. Sinon elle devrait supporter la colère explosive de sa mère. Mais Bae Seo-kyu, se disant que puisqu'elle était déjà là, elle en profita pour aller aux toilettes, et même les supplications répétées de Choi de Seong-kyu ne l'arrêtèrent pas. En marchant, elle observa la décoration, mais heurta involontairement une armoire. Seong-kyu courut pour la protéger, mais se blessa dans un coin. Bae Seo-kyu alla voir ce qui se passait et resta paralysée en apercevant la cicatrice sur son dos. C'était exactement la marque d'il y a des années, lorsqu'elle s'était battue avec un collègue et que Seong-gyo avait tenté de la protéger, mais qu'elle l'avait repoussé, le faisant tomber sur une rambarde en fer. Rongée par la culpabilité, Seo-kyu ne sut que dire pour exprimer ses regrets, et Seong-gyo sourit amèrement, disant que la revoir était une chance pour lui. Soudain, Seo-kyu rentrait chez elle. Mais Seong-gyo s'accrochait à elle comme une sangsue, impossible à déloger. Elle se retourna et lui demanda pourquoi il la suivait. D'un air innocent, il répondit que sa maison était juste à côté et qu'il rentrait chez lui. Tandis qu'ils approchaient, le cœur de Byoker s'emballa. À la pensée des 7 loups de sa mère, une barre d'acier de la marque des 7 loups. Elle enfila à la hâte, plus de 10 doudounes. Ce qui rappela à Seong-kyu un ami qui, par peur d'être battu par ses parents, s'était emmitouflé comme une boule de riz, le laissant sans voix. Arrivé devant la porte, Seo-kyu le supplia de rester et de la protéger pendant 24 heures. Car elle craignait que si ses parents découvraient la vérité sur son retour, elle ne survive pas à la nuit. Seong-kyu dit qu'il avait besoin de savoir ce qui s'était passé pour décider s'il devait rester ou s'enfuir. Seo-kyu avait l'intention de tout cacher à ses parents, mais il parla trop fort et ils étaient juste derrière lui. En la voyant, ils furent choqués et lui demandèrent pourquoi elle était revenue. Elle avoua avoir rompu ses fiançailles, des mots qui firent l'effet d'une bombe et laissèrent sa mère pâle et incrédule. Son père voulut prendre le parti de sa fille et resta calme pour écouter ses explications. Mais bientôt, avec un sourire malicieux, elle ajouta qu'elle avait également démissionné et qu'elle était désormais sans emploi. Ce qui fit s'évanouir son père de rage. La mère de Bae ne comprenait pas la décision de sa fille et la poursuivit furieusement dans la rue, la frappant. Terrifiée, Ko-ryu se cacha derrière Seom-kyo, s'en servant comme bouclier. La mère de Choi, prise de pitié pour le garçon battu, intervint pour arrêter les parents de Bae qui, le cœur brisé pour leur fils, répétaient sans cesse combien il leur était douloureux de le voir souffrir. La mère de Bae voulait qu'il la frappe fort, mais Seom-kyo prit l'entière responsabilité. Voyant la situation dégénérer, Seo-kyu lui attrapa la main comme une bouée de sauvetage et l'entraîna au loin, revivant leur partie de cache-cache d'enfance.
courant main dans la main pour éviter d'être attrapé. Ils perdirent rapidement la mère de Bae, mais Seo-kyu ne comprenait pas non plus sa décision. Seo-kyu soupira, disant qu'elle était vraiment épuisée et qu'elle avait besoin de s'arrêter et de se reposer. Sinon elle allait devenir folle. Peu après, Ugu, le frère de Seo-kyu, la pressa de revenir vite, disant que leur mère lui avait déjà pardonné et qu'elle n'avait même plus la force de maîtriser les 7 louves. Mais, en ouvrant la porte le cœur battant, elle vit sa mère, un grand couteau à la main, incapable de se contenir. Sentant le danger, Seo-kyu s'enfuit, mais la porte était bloquée par Seong-kyu, qui s'était planté là et refusait de bouger. Entendant le bruit des fouets des 7 louves, Seong-kyu se souvint de son enfance, lorsqu'elle était revenue au pays sans parler coréen et avait subi le harcèlement de ses camarades de classe, et que Seo-ker, comme une grande sœur courageuse, était venue à sa rescousse. Le père de Bae essaya de calmer sa mère, qui bouillonnait de colère, voulant connaître les détails de ce qui s'était passé. Il était convaincu que sa fille n'avait pas pris ses décisions sans raison. Seo-yu insistait sur le fait qu'elle avait trahi ses sentiments. Mais ses parents, la connaissant, savaient qu'elle n'en serait pas capable. Son père comprit qu'il ne s'agissait pas d'un coup de tête, mais qu'elle avait déjà un meilleur projet et voulait connaître la suite. Bae Sokri W trouvait sa vie précédente trop épuisante et aspirait à être une bonne élève, à dormir, manger et s'amuser. Sa mère, furieuse, ne comprenait pas cette attitude et la considérait comme une fuite de la réalité. Mais Seo-ker affirmait sérieusement qu'elle ne plaisantait pas et qu'elle désirait vraiment cette vie. Cela ne fit qu'attiser la colère de sa mère, qui, cette nuit-là, transforma sa chambre en débarras sans lit. Seo-kyu dut dormir par terre, mais voir sa fille dormir paisiblement raviva sa colère envers sa mère. Celle-ci avait préparé un festin pour accueillir l'ami d'enfance de Seo-kru, mais n'avait même pas pris la peine de penser à sa propre fille. Voyant sa mère traiter son amie avec enthousiasme et l'ignorer complètement, Seo-kru sombra dans la dépression. Il n'y avait même pas de nourriture pour sa propre fille. Et l'invité mangea la première, avec le peu de riz qu'elle avait volé dans l'assiette de son ami. Après le repas, incapable d'accepter la trahison de son ami la veille, Seo-kru s'empara de Seung-gyo et le frappa. Heureusement, la mère de Bae intervint à temps, le sauvant en le prenant en pitié et en ordonnant à sa fille d'aller s'excuser auprès de Seung-gyo. Arrivée à l'entreprise, au lieu de se tenir à carreau, elle se lança dans une vengeance diabolique. Profitant de l'absence de Seung-gyo, elle raconta à ses collègues les mésaventures de son enfance. À son retour de France, timide et réservée, elle décida de le prendre sous son aile, s'occupant de lui comme personne d'autre, jouant à la maison, lui apprenant à ne pas être difficile et l'aidant à se socialiser avec les autres enfants. C'est alors que Seung-kyu apparut, mais sa version des faits était tout à fait différente. Pour lui, Seok-woo était la première folle qu'il ait jamais rencontrée. Avec un visage aussi sale qu'un chat peinturluré, qu'il détestait et évitait. Elle détruisait les blocs de construction avec lesquels il jouait, me forçait à parler en ouvrant la porte de la salle de bain, pendant qu'il s'en servait, et jetait dans sa gamelle les aliments qu'il détestait. Le jour où il l'avait rencontrée avait été le début de son cauchemar. De son côté, la mère de Bae rentrait du marché et surprit une conversation entre voisins qui comméraient dans son dos, se moquant de la façon dont elle s'était vantée que sa fille travaillait dans une grande entreprise avec son petit ami, le président. Et maintenant, tout s'était effondré, devenant la risée du quartier. La mère de Bae ravala sa colère, mais en rentrant à la maison, elle explosa et envoya son père se renseigner sur ce qui était arrivé à leur fille. Indifférent, il refusa de s'en mêler, ce qui la rendit encore plus furieuse. Au fond d'elle, elle savait que sa fille n'aurait pas fait cela sans raison. Et, connaissant la famille de son ex-petit America, elle craignait que le problème ne vienne de sa fille. Elle décida d'appeler secrètement son gendre pour savoir ce qui se passait. Mais la communication était impossible. Seok, remarquant le comportement suspect de sa mère, rit, lui vola son portable et découvrit les appels vers W. Ne comprenant pas, il la réprimanda lui-même. Comme ils avaient rompu, il supprima le numéro, coupant ainsi sa mère de tout contact avec son ex-gendre. La jeune fille resta assise jusqu'au bout de la ligne, puis sortit par la porte de derrière, avant de faire demi-tour et de remonter, payant à nouveau. Son comportement était énigmatique, mais c'était pour elle le seul moyen d'échapper à la réalité. Elle avait récemment fui son mariage. Ses parents ne comprenaient pas, la battaient et l'insultaient, transformant sa chambre en débarras et la privant même de nourriture. Seule elle connaissait ses souffrances. Bien qu'elle travaillât dans une entreprise prestigieuse, son style de travail l'isolait de ses collègues. Seule à l'étranger, alors qu'elle avait le plus besoin de compagnie, elle surprit son petit ami en train de la tromper avec une autre femme lors d'une fête à la piscine. Son cœur se brisa comme un couteau, la poussant à démissionner et à rentrer en courant. De son côté, Choi Se-young reçut un appel de son associé qui lui annonça de mauvaises nouvelles. Le projet de design était à l'arrêt en raison du prix élevé des matières premières et du non-paiement des honoraires, et un autre projet était reporté à l'année suivante faute de fonds. Le lendemain avait lieu l'inauguration de l'entreprise, et ils étaient déjà confrontés à une crise financière qui mettait Choi Se-young sous pression. Seo-kyu passa devant une boutique de fleurs et s'arrêta devant un arbre desséché et solitaire, pensant que le lendemain était l'ouverture de l'entreprise de Sun-Grio. Il l'acheta sur le champ comme cadeau d'anniversaire. Mais en voyant l'arbre mort, il fit une grimace de dégoût et refusa de l'accepter. Bien qu'à contre-cœur, Seung-gyo le prit. Le lendemain, la mère de Bae s'habilla avec soin pour l'inauguration de Seung-gyo.
voyant ses anciennes camarades de classe si élégantes. Elle voulut paraître digne et de bonne famille, et comptait porter la broche en or que sa fille lui avait offerte pour afficher sa réussite. Elle fouilla toute la pièce, ne la trouva pas et abandonna. À l'entreprise, elle retrouva d'anciennes camarades de lycée en pleine célébration, qui la raillèrent ouvertement. Elle avait excellé en tout, éclipsant la mère de Choi, mais pauvre. Elle n'avait pas été admise à l'université, et maintenant elle vivait plus mal qu'elle. Sa fille était en train de perdre face à son fils, et même le mariage ne l'avait pas sauvée. La mère de Bae ravala sa colère et but pour oublier. Dans les toilettes, ses collègues continuaient de médire d'elle et de sa fille dans son dos. Tout ce qu'elle avait pu ressentir comme fierté n'était plus qu'un détail futile, et la relation mère-fille était devenue la risée de tous. C'était une douleur que seuls les parents peuvent comprendre. Elle aurait voulu les affronter pour sauver la face, mais elle préféra ravaler sa peine et pleurer en secret. À ce moment précis, Seok Ryu arriva avec la broche. Mais sa mère, craignant qu'il ne la voie et ne se moque d'elle, la renvoya. Ses collègues l'encerclèrent, feignant la courtoisie mais lançant des piques. La mère de Bae, forçant un sourire, déclara que sa fille était partie car elle avait de meilleures perspectives d'avenir. L'entreprise voulait lui accorder une augmentation pour qu'elle reste. Mais elle avait poliment refusé et leur annoncerait la nouvelle plus tard. Seok Ryu fut choquée par l'attitude de sa mère. Mais elle comprit que c'était la seule façon pour elle de garder la tête haute devant ses collègues. À la maison, sa mère éclata en sanglots incontrôlables, exigeant que sa fille retourne à Ikatin-Silla et la mettant à la porte, valise à la main. Elle avait beau être un désastre, en tant que mère, si sa fille allait bien, elle était comblée. Ces mots firent fondre Seok Ryu en larmes. Elle suppliait sa mère de comprendre ses actes. La vérité, c'est qu'elle était épuisée, elle voulait juste se reposer. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi devait-elle toujours être le joyau de sa mère, parfois son frère, mais elle, la fille? Pourquoi toujours le joyau de sa mère? En pleurant, elle sortit en courant, ignorant les salutations de Tsungyo. Il la trouva au parc d'attractions, abattue. Pourtant, avec lui, elle était toujours rayonnante et joyeuse, feignant l'insouciance lorsqu'elle évoquait le passé pour dissimuler sa douleur. Seung-kyo comprit que ce n'était qu'un masque, un fardeau de souffrance. Trop lourd. Pour dénouer le voile, il fallait le dénouer lui-même. Il rangea le parapluie et lui demanda d'être authentique, de pleurer ou de rire sincèrement. Sous la pluie battante, Seo Hakyu cessa de faire semblant et sanglota. De son côté, la mère de Bae comprit enfin qu'elle avait, pendant des années, imposé ses idées à sa fille, l'épuisant. Elle rapporta la valise dans la chambre et, voyant sa fille chérie dormir dans le débarras sans lit, réalisa que le manque de communication les pesait toutes les deux. Elle lâcha la petite sphère et pleura seule dans sa chambre. Le lendemain, à midi, en ouvrant la porte, le débarras s'était transformé en une chambre douillette. Le matin, la mère de Bae avait demandé à Seung-kyo de la rénover. Cette même mère, qui quelques jours auparavant ne lui avait même pas donné à manger, avait préparé ses plats préférés et son père lui-même la servait avec amour. Le soir, en levant les yeux, Seo-kiru vit les étoiles au plafond, ravivant des souvenirs. À l'école, en décorant sa chambre, elle avait collé par inadvertance le nom de Seung-kyo. Elle ouvrit le rideau et vit l'homme tout près. Pour la voir chaque matin par la fenêtre, il était revenu dans la vieille maison. Quelles étincelles allaient naître, le jeune homme, pour se réveiller et voir son amie d'enfance pour laquelle il nourrissait des sentiments depuis plus de 10 ans, avait abandonné une somptueuse villa pour revenir à la vieille maison. Mais la première nuit fut un regret amer. Seok Ryu regardait des films d'horreur de Lim Jeng-ging à minuit, hurlant de peur et d'excitation, ce qui perturbait son sommeil. Elle le trouva comme un enfant gâté en manque de réconfort, sans issue. Il mit des bouchons d'oreilles et s'endormit. Il rêvait du championnat de natation de 2007. Encore lycéen, il s'entraînait. Tout le village fondait ses espoirs sur lui, et une victoire lui assurerait une place aux Jeux Olympiques de 2008. Mais ses parents, trop occupés, ne pouvaient pas assister à la compétition. Le jeune Seong-ryo, habitué à la solitude, persévéra, toujours soutenu par une présence invisible. Ignorant les regards, Seo-kyu hurlait des encouragements à plein poumon, ce qui le gênait et le mettait sous pression, provoquant une erreur fatale au départ. Mais elle ne baissa jamais les bras, et ses cris lui insufflèrent confiance, lui permettant de surpasser son rival et de décrocher sa place aux Jeux Olympiques. Le lendemain, la mère de Choi prépara le petit déjeuner, et la famille se réunit autour de la table pour la première fois depuis des années. Elle sourit joyeusement, mais après 2 bouchées, son père partit précipitamment au travail, refroidissant l'atmosphère. Seong-kyo, habitué à la solitude, se sentit mal à l'aise avec ses parents et leur demanda quand la mutation de sa mère aurait lieu. Elle expliqua que père et fils avaient posé la même question, pensant qu'ils ne voulaient pas la voir et espérant que la nouvelle arrive bientôt. Seong-kyo, tendu, refusa. La romanceira offerte par Seok-kyu reprit vie et l'entreprise se remit sur les rails. À son arrivée, l'associé annonça une demande importante, exigeant un dévouement total, mais Seong-kyo réagit à peine, concentré sur le concours de design pour la rénovation du gymnase de l'école maternelle. De son côté, la mère de Choi avait accepté les écarts de conduite de sa fille. Plus elle s'y opposait, plus elle se sentait fatiguée et déprimée. Elle savait que Seok-kyu était compétitif par nature et ne resterait pas au chômage éternellement. Elle était loin de se douter qu'elle venait de planifier sa journée de débauche. Se réveiller en jouant à des jeux vidéo, puis flâner au soleil, puis prendre le thé et dormir. Mais après une demi-journée d'ennui,
Elle se lassa et appela Seong-kyo pour l'embêter, l'invitant à lire des mangas. Il refusa à cause de son travail. Heureusement, il avait ses amis. Il n'était pas intéressé par son livre, mais plutôt par des choses interdites aux mineurs, comme de bonnes sœurs. Un seul regard suffisait pour comprendre. Avant même de réagir, Sung-yo apparut. À l'époque, comme de vrais meilleurs amis, peu importe leurs occupations, un coup de fil suffisait à le faire revenir. L'éditeur enviait une telle amitié. Le plan machiavélique de Seo-kyu n'était pas encore terminé. Insatisfait, il voulait entraîner tout le monde dans un deuxième tour à 8+1. Mais ils refusèrent, privilégiant leur carrière. Le garçon allait participer aux Jeux Olympiques de 2008 pour son pays, et son ami d'enfance avait passé des jours sans dormir, à tisser à la main une serviette porte-bonheur pour lui souhaiter une médaille d'or à Pékin. Seong-hiro se plaignait que c'était honteux, mais au fond de lui, il était fou de joie. Pendant ses entraînements quotidiens, il portait la serviette comme si elle le soutenait. Il avait prévu de se confesser après sa médaille d'or olympique, mais le destin lui joua un tour. Il eut un accident de voiture. En apprenant la nouvelle, Seo Kiryu se précipita à l'hôpital, pleurant et priant pour lui. Il survécut de justesse, mais sa carrière sportive s'arrêta net. Le prodige n'était plus qu'un rêve enfoui, loin de sa piscine bien-aimée, et il s'effondra, s'enfermant dans sa chambre, rongé par le désespoir. Pour le sortir de ses ténèbres, Seoku tenta par tous les moyens de le réconforter, mais il la repoussait et fermait la porte à clé. Elle ne se découragea jamais, forçant violemment la serrure, mais il la repoussait toujours, malgré 1000 refus. Elle répondit par sans un amour pour le guérir. L'amour des amis est le meilleur remède, quitte à risquer sa vie pour entrer. Heureusement, il la surprit, la réprimandant de peur qu'elle ne fasse une autre bêtise. Elle rit, car c'était la première fois depuis qu'il parlait, et cela signifiait tout. Après des étreintes chaleureuses, elle sortit la hache, déclarant que s'enfermer était un crime et que la serrure, c'était aussi la vie. Grâce à ses soins, il émergea des ténèbres. Des années plus tard, il se souvenait encore du bonnet de bain. La raison de son obsession pour la rénovation de la salle de sport, un projet sur lequel il avait misé le destin de l'entreprise. Son associé prétendit que le client ne voulait que des copies de dossiers célèbres, mais Seong-kyo refusa. Il ne pouvait accepter des engagements dénués de sens, même au risque de perdre le client. Son associé l'accusa alors de mélanger vie privée et vie professionnelle, de négliger des projets pharaoniques pour une vieille piscine, et une violente dispute éclata, entraînant leur séparation. Le lendemain, Seo-kyu reprit son plan machiavélique, mais croisa son ancien professeur de lycée au magasin. Il avait fait de grosses courses, et elle l'aida à les transporter, jusqu'à l'établissement où Sung-yo travaillait sur le concours interscolaire. Le professeur reconnut les anciens élèves et demanda à Seo-kyu de donner une conférence. Elle accepta, monta sur scène et parla de ses études à l'étranger et de sa carrière, suscitant l'envie des plus jeunes. Pour éviter de passer pour une ratée, elle cachait son chômage. Lorsqu'un étudiant l'interrogea sur son rêve initial, Seok-re se figea. La société l'avait broyé, gommant ses aspérités et son élan originel. Après le cours, elle retrouva Seong-yo qui l'attendait et le suivit pour déterrer la capsule temporelle datant de 10 ans plus tôt. Mais après des heures, ils ne trouvèrent rien. Elle avait oublié ce qu'elle avait écrit. Ils abandonnèrent sans se douter qu'elle était si près du but. De retour à l'école, émue, Seok-re comprit que cette situation n'était pas ce qu'elle souhaitait, et partit à la recherche de son ancienne personnalité, acceptant une invitation des apostrophes. Une entreprise qui, ayant appris le retour de son talent, l'avait contactée et l'avait sincèrement invitée. Seong-yo la remarqua par hasard et lui demanda si elle voulait vraiment reprendre sa routine d'avant. Elle répondit que le travail était le travail et que, dans la vie, on ne fait pas que ce qu'on aime. Il détestait la voir se soumettre à la réalité, s'obstinant à poursuivre ses rêves et ses passions. À présent, la vie l'avait façonné, sans la fougue d'antan, et il rit amèrement. Les rêves étaient réservés à ceux qui en avaient les moyens et le temps, pas à lui, qui se laissait porter par les vents favorables. Seong-kyo rétorqua qu'il avait lui aussi connu de profondes épreuves. Avait-il oublié? Il évoqua la sélection pour les Jeux Olympiques de Pékin, perdue dans un accident, qu'il avait plongé dans la dépression et lui avait ôté toute envie de vivre. Après leur séparation, Seok-kyu, touché par sa sincérité, avait décidé de retrouver la capsule temporelle pour sauver l'athlète de 10 ans qu'il était devenu. Mais leurs recherches furent vaines. Seong-kyu repensa à cette épreuve, insistant sur la nécessité de poursuivre les recherches. Dans la capsule, il espérait que Seok-kyu, 10 ans plus tôt, oserait la courtiser. Mais le temps avait filé, et il n'avait même pas osé lui avouer ses sentiments, craignant qu'elle ne découvre la lettre et le rejette, le prenant pour le fiancé d'une autre. Alors, il avait imaginé une nuit pour la voler, la rendant invisible. Apprenant par le professeur que Seong-yo était au gymnase, Seok-kyu accourut et le surprit en train de lire sa lettre dans la capsule, récitant à voix haute, d'une manière enfantine et embarrassante, ce qu'elle avait écrit. Furieuse, elle se lança à sa poursuite pour le faire taire, mais il courut avec encore plus d'excitation. Lorsqu'elle voulut voir ce qu'il avait écrit, Seong-yo sauta dans la piscine, sachant qu'elle ne savait pas nager, et la provoqua pour qu'elle aille le chercher. Il avoua que c'était son premier plongeon depuis l'accident, sans avoir participé aux Jeux Olympiques. Seok-kyu s'excusa de son impolitesse passée, mais la remercia. C'était ces 1001 amours qui l'avaient guéri. Il révéla que le Seok-kyo qui riait aux éclats, celui qui avait l'habitude de prendre une hache pour régler les problèmes, était le vrai. À présent, il lui semblait comme un légume apathique. Encouragée, elle plongea sans réfléchir. Avalant de l'eau, elle appela aussitôt à l'aide.
Seong-gyu lui dit de se détendre et de ne pas avoir peur, mais c'était impossible pour elle. Soudain, prise de panique, elle lui poussa la tête pour le faire flotter. Au bout d'un moment, il se détendit et flotta. Il se confia à elle, lui disant qu'il avait réussi à sortir de l'apostrophe abîme et qu'il souhaitait qu'elle en fasse autant. Sans comprendre ce qui avait tant changé, il lui demanda si, avec une chance de tout recommencer, elle accepterait de retourner dans l'entreprise. Elle refusa catégoriquement. Puis, avec émotion, il lui demanda si elle le regrettait, si elle comptait revenir. Avant de rompre les fiançailles, face à un refus ferme, il la serra fort dans ses bras. Elle ne comprenait pas pourquoi, ignorant qu'il l'avait toujours aimée, lui. Ayant promis dans la capsule de mariage, mais n'ayant jamais osé se l'avouer. Avoir grandi avec un ami d'enfance était trop précieux. Après avoir laissé transparaître ses sentiments, la naïve Seo-kyu sentit son cœur s'emballer. Mais l'atmosphère ambiguë fut rompue par le contact du rideau. Sortant de la piscine trempée, elle enfila ses vêtements. Aussi mignonne qu'un Bernard l'ermite. Petite. Mais le garçon, pourtant hétérosexuel, la gifla en plein visage, la laissant embarrassée et bégayante. En relisant sa vieille lettre, elle constata qu'il n'y avait aucun rêve. Plongée dans la confusion, elle désirait le sien, mais il le cachait, prétendant que c'était absurde de sa part de se ridiculiser. Elle le poursuivait sur le campus comme un chat et une souris dans son enfance. Chez elle, Seong-gyu relut la lettre vieille de 10 ans et fut émue. Chaque mot était une déclaration d'amour. 6 ans plus tard, elle aurait dû se confesser. Mais elle refusa, trouvant cela puéril. Elle voulut déchirer la lettre, mais le papier était lourd et elle hésita. Seok rit. Sans réponse, elle était déprimée. Le lendemain, elle le croisa dans la rue, l'air de dire « Laisse-moi tranquille », mais elle se blottit bientôt contre lui. Disant qu'après une nuit de réflexion, elle chercherait des réponses dans les livres et discuterait de ses devoirs. Il l'ignora et elle bavarda tout le long du trajet jusqu'à l'entreprise, se préparant un café comme une parente gourmande de Gwanro. Soudain, le représentant de Yoon accourut, tout excité. L'entreprise était sauvée. Jelip prévoyait de construire un immeuble en Corée pour se développer, et Hwayoon avait indiqué l'adresse de leur bureau. Seong-kyu regarda Seo-kyu, qui semblait gênée et embarrassée. Elle avait fui au bout du monde, mais son ancienne entreprise l'avait rattrapée. Le courriel de collaboration exigeait un anglais professionnel. Seong-kyu le savait, mais il n'était pas expert, et Yeom demanda de l'aide à Seok-yu, qui revenait. Il refusa, craignant de raviver de vieilles blessures, mais elle accepta sans hésiter. Elle connaissait Jelip pour y avoir travaillé. Yeom en resta bouche bée. Ensemble, ils traitèrent les dossiers sous le regard jaloux d'une employée qui se plaignait à Yeom d'avoir embauché une femme. Il lui expliqua qu'elle était la fille d'une amie de sa mère. À la fin de la journée, Seong-kyu travailla sans relâche. Seo-kyu, compatissante, lui dit qu'il avait été très occupé toute la journée et voulait l'emmener dîner pour se détendre. Mais il insista pour un sandwich à cause de son service supplémentaire, privilégiant le travail à sa vie personnelle. Pour elle, le travail était essentiel. La vie, il ne fallait pas la réduire à cela. Elle prit le manga pour le distraire. Mais il le recouvrit de sa couverture. Il écouta et travailla d'arrache-pied, laissant tout en désordre. Se voyant exaspéré par le manque de sommeil. Bientôt arriva la réunion en ligne, échange fluide, espoir de coopération. Une date fixée pour la signature en personne. À la fin, ils coupèrent les caméras, mais pas l'appel, et Seo-kyu entendit. Il y avait déjà un stagiaire avec Hwayoon, se moquant de Seung-ryo, affirmant que Vato n'avait aucune chance face au géant. Se précipitant pour le lui dire, il s'attendait à la fureur, mais il resta impassible. Demandant à Yeom de garder le secret et poursuivant son chemin. Irritée, elle déclara que c'était une perte de temps dans une entreprise aussi minable. Suggérant de gagner du temps, mais il insista, les informations obtenues étaient erronées. Cela n'en valait pas la peine, et je le ferais par mérite, même si c'était malhonnête. Seok-ryu ne comprenait pas ce gaspillage et ils se disputèrent violemment. Le jour de la signature, Seok-kyu aperçut Chris et fut stupéfait. Ses yeux étaient vides, emplis de terreur. Que se passerait-il entre eux? Y aurait-il un secret?